L'émotion pour moi, c'est le tout début de l'instrument. Prendre le bout de bois, je dis ça va faire un basson. C'est vrai que c'est du rêve. Les gens ont envie de réaliser, de travailler avec leurs mains et de voir un petit peu ce qu'ils peuvent réaliser. C'est une rencontre avec le papier peint à la planche qui a fait que j'ai eu envie de mener cette expérience, de monter cet atelier. Derrière cette façade d'une arrière-cour de tours, tout un monde imaginaire. Celui, coloré et onirique, qui habille nos murs. Du coup, Simon, tiens, viens voir. Bon, on va être sur un noir-noir. Hein. À l'atelier d'Ophar, on crée des papiers peints d'exception. Et on recrée ceux qui ont disparu. Ça, c'est un document de 1780 à peu près. Donc on va le reconstituer intégralement. On a déjà reconstitué le papier peint en lui-même et là maintenant on va faire la frise. Il y a 20 ans que François-Xavier Richard a créé l'atelier, sans être du milieu. Un pari fou pour le jeune homme qui s'est plongé dans l'étude de techniques ancestrales. Ici, on n'utilise pas d'encre, mais une matière très spéciale pour retrouver le grain des couleurs d'autrefois. On reste sur les techniques de l'époque, donc les plus proches du 18e et de l'origine même de notre métier. Et donc c'est les pigments naturellement issus d'oxydation de métal, pour la plupart, et puis de minéraux, donc des ocres, des terres, des choses comme ça. C'est cette peinture d'un noir profond qui va être apposée selon des gestes ancestraux sur ce papier de 120 grammes d'épaisseur. Ça peut paraître assez rudimentaire comme technique, mais on est d'une précision redoutable. Le problème de l'artisanat d'art, si je puis dire, c'est le travail avec le temps. C'est le slow mail, c'est le côté... on ne peut pas aller plus vite que la musique et il y a l'apprentissage qui se fait beaucoup par la pratique, c'est pas juste de la théorie. Et du coup, voilà, il fallait montrer avec ce qu'on était capable de faire qu'on pouvait prétendre être ce qu'on appelle un artisan d'art. Un pied dans le passé, l'autre dans la modernité. Les formes en bois ont été remplacées par une matière en résine et la presse, en bois également, par un système ultramoderne. Reste la superposition des impressions, parfois plus d'une vingtaine, pour un seul papier. Je tamponne délicatement. Le tamponnage aussi, c'est très important. Je viens placer ma planche sur le papier. Je presse une fois. Et voilà, et je recommence. 11 impressions différentes seront nécessaires pour ce papier destiné au musée de Philadelphie. Chaque réalisation est unique pour des destinations aux quatre coins du monde. Palais, châteaux, demeures prestigieuses, rien n'est trop beau. On a ici la pharmacie Santa Maria Novella, c'est un de nos petits chouchous, celui-là, parce que c'est un super projet. Ça, c'était l'hôtel Jacobsen, un des plus anciens documents de papier peint qu'on ait ici, 1780 à peu près. Et ça, c'est vraiment à l'image du papier peint, naïf, décalé, bizarre. François-Xavier Richard imagine aussi ses propres décors, abolissant les frontières entre l'artisanat, l'art et le design. Je pense qu'il y a beaucoup d'artisans d'art qui brouillent ces frontières et qui ont la capacité à justement gommer ces frontières qui en fait pour moi sont un frein.
Et ce sont des frontières qui sont un peu franco-françaises. Elles ne sont pas que franco-françaises, mais on n'a pas les mêmes phénomènes, par exemple au Japon ou aux États-Unis, où être un artiste, c'est pas être un artiste dans un secteur bien précis. On n'a pas de pédigré à montrer avant de pouvoir être considéré comme un artiste. Nous remontons le temps pour nous plonger dans les années d'avant-guerre, celles de l'insouciance et des échappées belles. Ces années où les automobiles étaient encore fabriquées à la main, comme ici, chez Auto Classique Touraine. Tous les véhicules d'avant-guerre avaient une ossature en bois, hein, ce qui permettait de pouvoir fixer la tôle. Voilà. Donc sur ces véhicules, principalement, il n'y avait que la caisse, hein, la caisse, l'habitacle qui était en bois. Et après, tout ce qui est aile n'avait pas de structure bois, ni la partie avant, capot et aile avant, il n'y avait pas de structure bois. J'ai une formation de menuisier ébéniste, mais avec un brevet professionnel et un brevet de maîtrise. On m'a appris à dessiner des escaliers en colimaçon, donc, qui ont la même technique que ces voitures-là, et j'ai transposé la menuiserie à l'automobile. Chaque pièce mécanique est refaçonnée à la main, un savoir qui ne s'apprend plus dans les écoles. Je ne vais pas réussir à faire quelque chose que je ne connais pas. Il faut vraiment... un ancien va nous permettre, qui a déjà travaillé dessus, va nous guider sur certaines choses. Parce que tous les réglages se font à l'oreille et au régime moteur. Et c'est un ressenti plus que comme manière de travailler, quoi. L'atelier répare et recrée les plus prestigieuses voitures d'avant-guerre, comme cette mythique Lancia Astura de 1938, pour la plus grande fierté du patron, Patrick Delage, arrière-petit-fils du fondateur de la marque. Il n'y a pas d'école qui forme maintenant les tauliers-formeurs. Le compagnonnage, même les compagnons du devoir, formaient des tauliers-formeurs de moins en moins. Et donc aujourd'hui, on est confronté à prendre des apprentis et à les former nous-mêmes. C'est de plus en plus, on arrive à ça. Et ça marche très bien. Ces voitures-là, étant donné qu'il y avait du bois, il y avait du cuir, il y avait voilà, des matières nobles, on a cette sensation de pouvoir transmettre une époque à une génération qui arrive sur les métiers. Ouais. Maximilien est la dernière recrue de l'atelier. C'est des métiers qui sont... Il faut être très méticuleux. C'est des métiers où c'est long. Je vois, ça va faire un peu plus de 3 ans que je suis ici. Et vous voyez, la Lancia qu'on a vue tout à l'heure, elle sort tout juste, quoi. Ça a été 3 ans de travail. Donc y a pas, c'est toute une équipe qui travaille dessus. Mais bon, dessus, moi j'ai peut-être passé, je sais pas, peut-être plus de 1000 ou 1500 heures, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment vraiment aimer ce qu'on fait, quoi, et aimer le travail pour aller jusqu'au bout, quoi, et pas abandonner. Alors, Alexandre, basson, là. Donc c'est un basson nouveau-né. Il vient de sortir de ton atelier. C'est ça. Il est tout neuf, il n'a jamais été joué, donc le bois n'a jamais vibré. Donc c'est les premiers sons. Le musicien joue avec son corps, donc il faut que l'instrument soit à l'image de son corps, donc il le façonne un peu. Mais là, sur cet outil, il peut travailler, le musicien. Moi, en l'occurrence. C'est mystérieux un peu. Il y a un instrument qui sonne tout de suite, qui a un beau son, d'autres qui est toujours un peu plus rêche. C'est un mystère. C'est comme si, en fait, la personnalité d'Olivier était empreinte dans le bois. C'est curieux, hein ? C'est curieux, ça. Il y a 40 ans qu'Olivier Côté conçoit des hautbois et des bassons au nord de l'Eure-et-Loire.
Des instruments nouveaux et d'autres reconstitués à partir d'originaux fabriqués du 15e au 17e siècle. J'ai voulu voir comment étaient fabriqués les instruments à l'époque, à quoi ils ressemblaient, et je les ai vus. Je suis allé les mesurer, je les ai copiés, puis c'est parti comme ça. C'était sans fin. Notre homme a même réinventé certains instruments en s'appuyant sur des dessins du Moyen-Âge ou de la Renaissance. De longues années lui ont été nécessaires pour dénicher des bois durs dont certains auront séché plus de 15 ans. J'ai donc ici plusieurs bois. Là, c'est du buis. On a une belle section de buis pour les hautbois baroques, le bois classique. Ça, c'est de l'ébène pour les hautbois modernes. Voilà une vieille ébène. Ça, c'est le buis. Et enfin, pour les bassons, l'érable. On parle de ces bois-là. Alors là, on fabrique la petite branche d'un basson baroque. C'est la perce intérieure qui tourne là. On a les oirs qui tranchent le bois, quoi. C'est le début du basson, la petite branche. C'est le plus important pour acoustiquement avec le bocal qu'on mélange. Donc maintenant, il faut façonner ces percées. C'est alésé, donc la perce est faite. Il faut maintenant tourner et le raboter. Elle est passée par-dessus, celle-là. Mais t'as qu'à démonter celle-là, non? Ouais. C'est plus simple. Aujourd'hui, le maître s'attache à transmettre ses savoirs. En fait, on s'inscrit dans une culture, dans une tradition de savoir-faire et de gestes qu'il faut apprendre et qu'il faut pratiquer. Chaque mois, Olivier Côté se rend à la Sorbonne pour les répétitions du Sorbonne Scholars, un ensemble formé par des passionnés de musique renaissance et baroque. Plusieurs instruments sortent de son atelier. C'est un instrument qui n'existe nulle part ailleurs que fabriqué par Olivier Côté et quelques autres facteurs dans le monde, mais très peu. Le plaisir, il est énorme parce qu'ils avaient des copains, des copines qui sont des luthiers aussi comme moi. Il y a des copines luthières, des amis, quoi. Alors jouer faire la musique ensemble entre amis, c'est rien de mieux, quoi. C'est le génie du basson, c'est Léonard de Vinci du basson ancien et sans doute moderne aussi. Et c'est un merveilleux ami et musicien. Recréer l'atmosphère des fêtes de la Renaissance, évoquer les décors muraux d'autrefois ou refaire vrombir les voitures d'avant-guerre, autant de savoirs perpétués et conservés pour continuer à faire vivre notre patrimoine.